tout particulièrement la directrice de l'hôpital, Mme Baron, hein, qui a bien accepté de nous recevoir ce soir. En plus, bien accepté, hein, avec les petits fours après et le petit pot d'amitié, quoi. Et je vais les. Voilà, ça a été organisé par la FNAD, donc la FNAD, vous savez tous ce que c'est. Et c'est important de faire un petit peu des actions, un petit peu d'information comme ça. Alors après, bon, voilà, hein, ça dépend. Ça passionne ou ça passionne pas, mais bon, je pense que c'est important d'avoir des informations fiables et intéressantes. Voilà, donc je vais laisser la parole au docteur Choubard. Ouais, effectivement, donc du coup, la plus grande difficulté là, de la préparation, ça a été de faire quelque chose qui puisse cibler un peu tout le monde, parce que je n'avais pas connaissance effectivement de la proportion de professionnels de santé, de parents d'enfants, etc. Donc voilà, je suis parti sur quelque chose, du coup j'adapterai au fur et à mesure pour que ça puisse voilà, aussi vous intéresser peut-être tous personnellement. Donc là on dépassera le cadre de l'enfance et de l'adolescence hein, peut-être, mais voilà, donc l'idée c'est d'avoir quelque chose d'assez voilà, d'assez développé malgré tout, parce que vous avez sûrement tous des petits-enfants ou des enfants qui vont avoir des enfants eux-mêmes. Et en tout cas, c'est hyper important, même d'une façon très générale, même en dehors de l'abord principal de l'enfant, de comprendre ce qu'est la vaccination, qui est un sujet assez épineux en France, contrairement à la majorité des autres pays, et on va y venir un petit peu. Donc, je vous ai fait un plan comme celui-ci, donc on verra un petit peu les choses importantes, mais grosso modo, pour commencer, donc, il faut savoir quand même que le vaccin est né en France, hein, en 1885, par Pasteur. Jusque-là, je pense que je ne vous apprends rien. Un garçon de 9 ans, qui s'appelle J. Master, qui s'est fait mordre donc, à 14 reprises par un chien enragé. Et donc ce petit garçon était voué à mourir puisqu'il n'y avait, et il n'y a toujours pas d'ailleurs, de traitement contre la rage. Et donc ses parents, malgré ce qu'on leur disait, ont insisté et eux sont partis à Paris rencontrer Monsieur Pasteur et qui lui injecte pour la première fois des doses de rage, en fait, à des toutes petites doses et progressivement, en fait, sur 10 jours. Donc le premier jour, vraiment des doses très très diluées du virus de la rage, puis un peu plus, puis un peu plus, un peu plus. L'idée étant de déclencher une stimulation immunitaire afin de, voilà, à l'époque ils ne savaient pas comment ça marchait, on va voir ça, de protéger l'enfant. Et donc l'enfant n'est pas mort. Je vous avais mis en bas ici une interview, elle est trouvable sur YouTube, où justement ce jeune garçon, donc là qui est beaucoup plus âgé en 1939, 40, un truc comme ça, a une interview sur ce qu'il a vécu et cet épisode-là. Voilà, donc on a quand même un enregistrement audio authentique du premier homme vacciné sur Terre. On passera les vaccinations contre la variole qui ont été essayées avant à partir de pus de cheval variolé, hein, mais qui avaient un peu tendance à tuer les patients. Donc ici, on a rapidement un petit peu l'historique des différentes maladies pour lesquelles on a pu développer des vaccins au fil du temps. Donc on est parti de très très loin. Quand je disais la variole, mais ça ne marchait pas, puisque comme c'était du pus et donc des bactéries vivantes, on infectait les gens, donc ils étaient malades. Et puis apparu donc la rage, puis plein d'autres, voilà, avec, on verra tout à l'heure, des vaccins très récents que j'essaierai de développer un petit peu. Donc voilà, il y en a beaucoup hein, quand même. Ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'en France, malgré le fait qu'on soit le premier pays à avoir réalisé la vaccination qui marche, on est aussi le premier pays au monde à ne pas avoir confiance au vaccin, puisque une étude qui date de 2017, publiée en 2018, montrait que seulement 41% des Français avaient confiance à la vaccination, et ce qui faisait de nous donc, le dernier pays au monde. Je rappelle qu'il y a 195 pays dans le monde, voilà, c'est assez intéressant. Et on voit des pays qui ont un accord de confiance très important, comme l'Asie du Sud par exemple, où on a vraiment, voilà, on est à plus de 90% de confiance vaccinale. Donc grosso modo en Europe de l'Est, on n'est pas très bon, en Europe de l'Ouest, pas guère mieux, mais nous vraiment on est les derniers.
Ça, c'est important. Et ça explique aussi pourquoi on a du mal, et on a eu énormément de mal à vacciner, et qu'on est arrivé aux obligations vaccinales. Je vais expliquer. Donc ça, c'est un peu les mêmes choses. Voilà, donc qu'est-ce que c'est qu'un vaccin déjà? Parce que c'est hyper important de comprendre comment ça fonctionne. Et pour comprendre comment fonctionne un vaccin, il faut comprendre comment marche une infection finalement, et donc n'importe quelle maladie infectieuse. Donc, une maladie infectieuse, c'est simple, c'est la pénétration dans l'organisme d'un agent pathogène, ici, peu importe, ça peut être un virus, une bactérie, ça, peu importe. Et cette pénétration de bactéries ou de virus, d'agents pathogènes, va déclencher une réaction immunitaire. Cette réaction immunitaire, elle va se manifester, comme chez tout le monde, par de l'œdème, un gonflement, des rougeurs, de la fièvre, qui est liée à la réponse immunitaire, qui est rarement liée à l'agent pathogène lui-même. Il y a quelques bactéries qui peuvent augmenter la température corporelle, mais majoritairement, c'est la réaction immunitaire qui fait monter la température corporelle. Donc c'est plutôt bon signe quand on en a. Voilà. Et puis progressivement, donc, ce qui va se passer, c'est que la bactérie va se diffuser plus ou moins localement ou de façon plus générale dans l'organisme, et les symptômes qui vont y être rapportés dépendent de ça. Donc le but de la vaccination, finalement, ça va être de reproduire d'une certaine façon cette réaction immunitaire sans faire pénétrer à l'intérieur de l'organisme quelque chose qui pourrait rendre malade. Donc comme je vous disais, qu'est-ce qui se passe quand on fait un vaccin et qu'on déclenche une réaction immunitaire? On va avoir une réaction immunitaire, et les signes qui ici y sont directement liés et qui sont principalement ce qu'on appelle des manifestations générales. Alors, peu importe pour vous l'interféron-like, ça c'était plus pour les professionnels médicaux, mais c'est ce qui explique la fièvre, les courbatures, les éruptions par exemple, des petits boutons, des petites plaques rouges, la fatigue. Tout ça, c'est des signes généraux qui sont liés à l'activation très générale du système immunitaire. Et puis localement, on va avoir une réaction donc locale, puisqu'on pique quand même à un endroit, ce qui va entraîner une rougeur à cet endroit-là, un gonflement, donc c'est de l'œdème, comme quand on se brûle ou quand on se cogne par exemple, mais qui va beaucoup dépendre de l'endroit où on fait le vaccin. C'est-à-dire si on le fait dans le muscle, on va avoir peu de réactions locales. Si on fait sous la peau, on va avoir beaucoup plus. On peut avoir des nodules réactionnels, qui sont souvent des réactions, alors pas allergiques, ce qu'on appelle hypersensibilité secondaire, c'est-à-dire que c'est des cellules qui vont un peu s'attaquer aux constituants du vaccin, pas le vaccin lui-même, mais aux constituants du vaccin, et créer une inflammation, mais qui va avoir du mal à partir, et donc qui va persister longtemps. C'est pour ça qu'on peut avoir une petite boule ou un gonflement un peu dur qui peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois après un vaccin, et c'est tout à fait normal, c'est le système immunitaire qui se bat contre des particules qui sont dans le vaccin. Donc ça peut paraître un peu compliqué comme ça, et c'est un très petit résumé de ce qui se passe en termes d'immunité. L'immunité, et notamment l'immunité adaptative, c'est se souvenir d'une infection pour pas qu'elle recommence. D'accord ? Donc ici, quand vous avez, peu importe les noms, vous n'avez pas besoin de retenir, mais grosso modo, vous avez des cellules qui ont pour rôle de tuer les agents pathogènes. Elles sont de plusieurs classes, et vous avez des cellules dont le rôle, c'est de se souvenir de cet agent pathogène, parce qu'en cas de nouvelle pénétration dans l'organisme, le but c'est de le tuer avant qu'il rende malade. Et c'est tout le principe de la vaccination, puisque finalement, ce qu'on va créer ici, ce que vous avez sur le schéma là, vous avez dans une première partie, la première fois où l'agent, peu importe lequel c'est valable pour tous les agents pathogènes, rentre dans l'organisme. Il va y avoir une certaine latence pendant laquelle l'immunité va se mettre en route, donc ça prend du temps, ce n'est pas immédiat, ça prend du temps. C'est ce qu'on appelle la période d'incubation. Et puis vous avez l'apparition des premiers symptômes. Et la réponse immunitaire qui est ici, finalement, elle commence souvent après l'apparition des premiers symptômes. Et une fois qu'on a les symptômes qui commencent, la maladie est active, et donc elle doit évoluer comme elle doit évoluer. On va voir ce qu'on peut avoir comme complications. Et puis, une fois que finalement la bactérie ou le virus meurt tout seul ou est détruit par le système immunitaire, on a l'arrêt des symptômes de la maladie. D'accord ? Alors, sachant que l'arrêt, ça peut être l'arrêt de la maladie elle-même, sans séquelles ou avec séquelles, ou le décès du patient. Voilà. Et puis, lorsqu'on va avoir une deuxième pénétration de l'organisme, donc là c'est la deuxième infection ou deuxième injection, puisque pour le principe du vaccin c'est la même chose, on va avoir une réponse immunitaire qui va être bien plus courte, bien plus intense, et qui va pouvoir bloquer la prolifération de la bactérie ou du virus avant qu'il rende malade.
Donc ça, c'est l'immunité adaptative, l'immunité mémoire, si vous voulez. Et le principe du vaccin, c'est ça, c'est de créer une réponse immune spécifique d'une bactérie ou d'un virus sans rendre malade, d'où le fait qu'il ne rende pas malade quand même le vaccin, pour que le jour où la bactérie ou le virus rentre dans l'organisme, il ne rende pas malade parce qu'il soit tué avant. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et on utilise donc une mécanique qui est tout à fait naturelle. Voilà. C'est un peu comme un portrait robot, par exemple, pour des gendarmes qui devraient arrêter quelqu'un. C'est exactement la même chose. Voilà. Et chaque nouvelle exposition ultérieure, ici, va entraîner une réponse plus intense. Et c'est souvent pour ça qu'on fait souvent 2 doses de vaccin. Alors, ce n'est pas vrai pour tous les vaccins, ou 3. C'est parce qu'on va créer une première stimulation, un effet mémoire qu'on appelle un boost, et après on va faire des rappels. Donc de temps en temps, quand la mémoire s'étiole, ce qui est un peu normal, c'est comme tout, on oublie avec le temps, le système immunitaire aussi, et régulièrement on va faire des rappels, et on refera des poussées comme ça de mémoire un petit peu régulières pour ne pas oublier. Alors, 2 petites notions qui sont assez importantes, qui sont la virulence et les toxines. Donc, la virulence, en fait, c'est la rapidité du microbe à rendre malade. Je vous ai cité à peu près 6 jours, c'est une moyenne, mais il faut savoir qu'il y a des germes qui sont bien plus rapides que ça. On va voir le méningocoque, par exemple, ou l'HPV. Et puis, d'autres qui sont un peu plus lents. Voilà. Il y a certaines maladies, c'est pour ça qu'il y a des maladies graves, infectieuses, et maladies moins graves. Un rhume, par exemple, pas très grave, parce que le virus n'est pas très virulent, pas très agressif, il est long à s'installer, il est facile à tuer. Donc ça ne rend pas bien malade. Par contre, je ne sais pas, moi, une hépatite B, par exemple, c'est un peu plus problématique, ou un Covid, ou d'autres choses. Bon, bref. La deuxième notion qui est ultra importante, c'est la notion de toxine, puisque la toxine, en fait, c'est une protéine, et qui a des propriétés, toxiques, c'est pour ça que ça s'appelle une toxine, propre. C'est-à-dire que vous avez l'infection qui est liée à la bactérie, par exemple, on y reviendra à la coqueluche, parce que ça, c'est un problème aussi dans toutes les tranches de la vie. Et la bactérie de la coqueluche sécrète une toxine, et c'est cette toxine qui va être dangereuse. C'est cette toxine-là qui va être responsable des arrêts respiratoires et des arrêts cardiaques. Donc voilà, donc ça va être tout un tas de trucs. Par exemple, vous avez sûrement entendu parler d'enfants qui étaient hospitalisés en réanimation après avoir mangé des fromages, classiquement le reblochon, parce que dans les fromages ou les crus, justement, ces toxines-là, qui sont sécrétées par les bactéries, elles sont présentes, elles ne sont pas détruites, parce qu'elles sont détruites par la chaleur. Et c'est pour ça qu'on les pasteurise, les fromages, et qu'avant l'âge de 5 ans, il ne faut pas manger de fromage non pasteurisé. Donc en fait, quand la toxine va pénétrer l'organisme, c'est elle qui va être toxique, ce n'est pas la bactérie elle-même. La bactérie elle-même peut donner une infection, en l'occurrence le Escherichia coli, ça va donner une gastro, voilà, un peu cogné, mais une gastro. Mais la toxine, par contre, ça va détruire la moelle osseuse et ça va détruire les reins. Voilà, donc c'est hyper important d'avoir une réaction du système immunitaire plus rapide que ce que la bactérie peut faire pour sécréter cette toxine. En gros, une fois que la bactérie a sécrété sa toxine, vous pouvez tuer la bactérie, vous ne pourrez rien faire. Les symptômes liés à la toxine, donc la dangerosité de la bactérie, de toute façon, ça arrivera. Et après, les seuls soins qu'on peut proposer, c'est les soins de réanimation, jusqu'à ce qu'on passe le cap de l'atteinte toxinique, parce que la protéine va quand même être détruite au bout d'un moment, mais ça prend du temps. Mais des fois, malheureusement, la toxine est tellement agressive que le patient décède à cause de ça. Donc l'idée du vaccin, c'est de tuer la bactérie avant qu'elle sécrète cette toxine pour qu'on n'ait pas ce genre de problème-là. Donc la coqueluche, par exemple, et d'autres, on va voir, c'est un peu le principe. Voilà, ça je peux passer un petit peu. Peut-être juste dire un truc, c'est qu'il y a 2 choses qui sont importantes en termes de vaccination. C'est la protection individuelle, c'est-à-dire qu'on protège la personne qui se fait vacciner. Ça paraît assez évident. Et aussi la notion de protection collective, c'est-à-dire qu'en vaccinant une personne, on protège son entourage. D'accord ? Par exemple, on estime que pour la plupart des vaccins, mais pas tous, si on pouvait avoir 85-90% de la population vaccinée, c'est comme si on vaccinait tout le monde. Pour les vaccins qui ont cette possibilité-là. Tous ne le font pas. On va voir par exemple le Covid, on n'a pas de protection collective du vaccin. On a une protection individuelle, alors que les formes graves, pas de polémique sur le Covid, on pourrait en discuter 2 jours. Mais par contre, on n'empêche pas son portage. En fait, quand on se vaccine contre le Covid ne va pas développer, c'est la personne vaccinée, de symptômes graves, on peut être malade quand même, mais surtout, on ne va pas du tout empêcher qu'il soit dans le corps. Et donc, si on l'a dans notre corps mais qu'on est vacciné, on peut quand même le refiler à quelqu'un.
Donc c'est ce qu'on appelle des vaccins à protection individuelle, et là, le vaccin ne protège que celui qui se fait vacciner, uniquement. Donc on ne va pas avoir les mêmes stratégies vaccinales si on a une protection collective du vaccin ou une protection purement individuelle. Sachant que si on a une protection collective, on a forcément une protection individuelle. Voilà pour les généralités. Je vais un peu vite parce que sinon on va parler pendant 3 heures, mais ça c'est un peu important. Donc, est-ce que le vaccin ça sert à quelque chose? Parce que finalement c'est bien beau tout ça, hein, c'est de la chimie, c'est vachement cool, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Bah oui, parce que sinon on ne le ferait pas. Grosso modo, on a de toute façon, quand on vaccine des populations, quelle que soit l'efficacité du vaccin, on va avoir une réduction du nombre de cas. Donc, du coup, qu'est-ce qui va être intéressant là-dedans? C'est est-ce qu'on veut faire diminuer un nombre de maladies dont l'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas, est très important, et la maladie n'est pas forcément grave, dans ces cas-là, on va voir. Ou est-ce que la maladie n'est pas fréquente, mais elle est tellement grave qu'on veut chercher à l'éviter aussi. D'accord ? Et on va voir tout à l'heure, je vais vous expliquer un petit peu la différence, par exemple, entre les gastro-entérites du petit enfant, qui en soi n'est pas très grave parce qu'on est en France, mais on va développer, des méningites, par exemple, qui sont très rares, mais par contre qui sont extrêmement graves. Donc on va avoir en tout cas des interrogations ou des façons de faire qui peuvent être un petit peu différentes. Voilà, donc cette efficacité du vaccinal dépend de l'efficacité du vaccin lui-même. Donc aucun vaccin n'est efficace à 100%. Certains sont très efficaces. Par exemple, le vaccin de la varicelle, il est efficace à plus de 99%. Le vaccin contre la grippe, on oscille plus entre 40 et 60. Et donc, on va jouer aussi là-dessus, sur le nombre de personnes vaccinées, pour limiter la transmission des infections. De l'efficacité sur le portage, ce que je vous disais tout à l'heure, de la couverture vaccinale. Bien sûr, si vous avez 3% de la population qui est vaccinée avec un vaccin qui ne protège que individuellement, il ne faut pas espérer avoir une diminution des malades, de l'incidence des maladies. Et puis aussi de la bonne réalisation du vaccin. Je vais vous donner un exemple. Voilà. Et de toutes les maladies infectieuses ne sont pas accessibles au vaccin. C'est-à-dire que malgré tous les laboratoires qui travaillent dessus, on a des maladies pour lesquelles on n'arrive pas à développer de vaccin. Le méningocoque C, par exemple, il a fallu plus de 30 ans, 35 ans de développement. Et c'est qu'à partir du génie génétique qu'on a réussi à développer des vaccins qui protégeaient. Voilà. Parce qu'en fait, vous savez, sur les bactéries et les virus, il y a des petites protéines. C'est en gros la carte d'identité de la bactérie ou du virus. Si on développe des anticorps contre ces protéines, vous en avez entendu beaucoup parler avec le Covid, ça ne marche pas forcément. Même si vous arrivez à développer un anticorps, donc un vaccin, enfin, c'est pas un vaccin, mais un vaccin qui va cibler une protéine spécifique de la paroi de cette bactérie, de ce qu'il y a tout autour, ça ne va pas forcément induire une destruction de la bactérie par le système immunitaire. D'accord ? C'est que certaines. Il faut arriver à les développer. Et il y en a pour lesquelles on n'arrive pas. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir finalement ces vaccins, est-ce qu'ils ont un autre intérêt, c'est-à-dire quand on les fait, de protéger contre la maladie pour laquelle on les fait. Parce que finalement, on pourra discuter des effets secondaires éventuellement, mais ça c'est hyper important et c'est hyper intéressant et ça nous permet aussi de comprendre comment fonctionne le système immunitaire et certaines choses qui n'étaient pas prévues peuvent être assez surprenantes. Par exemple, donc ça c'est beaucoup d'études qui ont montré ça puisque le BCG, donc on ne fait plus en France, mais qui est un très vieux vaccin, qui est un vaccin vivant. Quand on vaccinait des populations de façon large dans les différents pays, parce que l'OMS a mis ça en place depuis des décennies dans différents pays, on remarquait une diminution des décès par paludisme. On pourrait dire qu'il n'y a pas de rapport, mais n'empêche, c'était factuel. C'est-à-dire dans les pays en Afrique où on a inséré le BCG de façon large comme vaccination, on a vu une diminution du nombre de morts par paludisme. Une diminution des pneumonies, une diminution des sepsis, donc ces infections graves, une diminution des mélanomes, une diminution des leucémies et des lymphomes, et une diminution de 16% de l'eczéma. Voilà. Alors on commence à connaître un petit peu comment ça fonctionne, mais ça reste très compliqué, et une diminution de 42% de l'usage des médicaments. Donc ça, c'était pour les professionnels, je vous fais grâce. Ça, c'est en vrai. Comment ça marche ? Là, ça c'est en France. Donc quand on a instauré donc, la vaccination contre les tétanos, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu qu'il n'y avait plus de tétanos. Voilà. C'est assez efficace. Je pense que là, il n'y a pas besoin d'être statisticien. Et puis si on regarde pour la rubéole, c'est pareil. Et si on regarde pour l'hémophilus,
j'en parlerai tout à l'heure, c'est pareil, etc., etc. Donc, toutes ces courbes magnifiques ne pourraient pas être vraies pour toutes les maladies, à cause des raisons que je vous ai citées tout à l'heure, c'est-à-dire la virulence, l'immunité collective ou individuelle. Ça, on peut y arriver sur toutes les maladies pour lesquelles on a une immunité collective. Bon, malheureusement, on est en France et on n'en est pas là. Mais c'est faisable. Et il y a certaines maladies qu'on pourrait éradiquer, pas toutes. Il y a des maladies qu'on ne peut pas éradiquer, mais il y a des maladies pour lesquelles on pourrait tout à fait arriver à les supprimer complètement de la surface de la Terre si on avait une couverture vaccinale suffisante. Ça, c'est un exemple que je trouve hyper intéressant par rapport au méningococcé. Le méningococcé, c'est une des bactéries qui donne des méningites graves de l'enfant. Les méningites, vous savez, vous avez entendu parler de ça forcément, c'est des infections des enveloppes du cerveau, qui sont des maladies extrêmement graves, très virulentes. Par exemple, dans les formes septicémiques d'emblée, c'est-à-dire où on a une atteinte des méninges et du système circulatoire, entre les premières manifestations et le décès du patient, la durée moyenne, c'est 6 heures. Ça veut dire qu'à moins de vivre à côté d'une réanimation, malheureusement, ça ne se finit pas très très bien. Voilà. Et la majorité du patient, quand ils ne sont pas pris en charge, meurent dans les 24 premières heures. Donc ça va très 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 vite. En France, on a instauré la vaccination contre le méningo-C en 2009-2010. Voilà. Et quand on regarde les courbes d'évolution de ces méningites, alors on voit effectivement qu'à partir de 2010, on a une diminution. Mais ça, je pourrais vous expliquer, mais c'est très variable d'une année à l'autre, les méningites. Et puis, on voit que ça stagne. Et on se dit, oh bah tiens, peut-être qu'on ne voit pas très bien. Et donc, du coup, on a été regarder de plus près. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, depuis 2010, ici, on a finalement, chez les moins de 1 an, puisqu'on vaccinait que les bébés, là, je parle que des bébés, on avait une augmentation du nombre de cas de méningite. Alors là, on a été assaillis par les antivax qui nous disaient, bah oui, ben voilà, parce qu'on a mis le vaccin en place, on a plus de méningite. Bon. Et bien, en fait, non. Ça, c'est quand on réfléchit de façon très linéaire. Il s'avère qu'en fait, je ne sais pas si je l'ai mis après, voilà, c'était lié à un défaut de couverture vaccinale. La France était le seul pays au monde pour lequel, malgré la présence du vaccin dans le calendrier vaccinal des enfants, on avait une augmentation du nombre de cas. Les autres pays qui avaient des bonnes couvertures vaccinales, les Pays-Bas, les Anglais, qui sont tout le temps très 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 bons en termes de couverture vaccinale, ils n'avaient pas de cas. C'est pas compliqué. Quand on est arrivé en 2010, au début de la vaccination de ça faisait déjà 10 ans que les Pays-Bas n'avaient plus de cas de méningite C, avec des couvertures de 98%. C'est-à-dire 98% des enfants étaient vaccinés, et ils n'avaient plus de méningite C. Donc la France était le seul pays où on avait une augmentation du nombre de cas. Donc peut-être que ce n'est pas à cause du vaccin, quoi. Et quand on a introduit en 2018 l'obligation vaccinale, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il n'y en a plus. Et ça persiste. C'est-à-dire que les dernières années, là, 2020, 2021, 2022, 2023, et pour cette année, je n'ai pas encore, eh ben, on a presque 0 cas de méningite C. Et les cas qu'on a, c'est soit des patients qui ont des déficits immunitaires sévères, donc là, bien évidemment, s'ils ont un système immunitaire qui ne marche pas, c'est un peu compliqué d'avoir un vaccin qui marche, et puis, et certains traitements, mais c'est un peu compliqué. Et après, c'est tous ceux qui ne sont pas vaccinés, quoi. Voilà. Mais grosso modo, et là, depuis, on arrive au même niveau que les autres pays. Donc on n'a pas des systèmes immunitaires différents du reste du monde, c'est juste qu'on faisait les choses de façon pas très adaptée. Pour la rougeole, par exemple, quand on regarde l'efficacité vaccinale, donc ça c'est quand même assez intéressant, c'est l'évolution de l'incidence de la rougeole et de la couverture vaccinale. Donc on voit bien que plus on vaccine ici, moins il y a de rougeole. Bon, jusque-là, j'invente pas la roue. Voilà. Et alors, il y a des choses très intéressantes par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on regarde ici, ça c'est sur l'année 2023, donc c'est dernières données, c'est tout récent. On voit ici le nombre de cas de rougeole classés par tranche d'âge. Et quelque chose d'intéressant, c'est ceux-là, c'est les 10-14. Je reviendrai sur ceux-là un peu plus tard. Les 10-14, ici, il y a un gros pic. Donc quand on regarde comme ça, on se dit, mais comment ça se fait? Et puis surtout que quand on regarde bien, là, vous avez, majoritairement des enfants qui ont été vaccinés avec 2 doses de vaccin. Il y a 2 doses de vaccin pour la rougeole, alors que dans les autres tranches d'âge, ici, ce n'est pas du tout le cas. Vous voyez, il n'y a pas plus, il y en a moins, normal, d'enfants vaccinés en 2 doses.
Ben, quand on regarde un peu, en fait, c'est une étude de cas tout simple. C'est des cas groupés au sein d'un établissement scolaire. En fait, il y avait un enfant migrant non vacciné qui a ramené la rougeole dans l'établissement, 37 enfants malades, donc il l'a refilé à 36 autres enfants. Et en fait, 90% des enfants donc vaccinés en 2 doses qui étaient malades avaient reçu la première dose avant l'âge de 12 mois. Or, avant 12 mois, le vaccin n'induit pas une immunité. C'est-à-dire qu'en fait, ces enfants-là, ça fait partie des multiples erreurs qu'on voit en vaccination de l'enfant. Si on fait les vaccins, si on les fait mal, c'est-à-dire pas au bon moment, pas de la bonne façon, pas injecté comme il faut, etc., et ben, ils ne marchent pas, ou ils marchent moins bien. Et là, typiquement, c'est ça. Donc les enfants qui avaient reçu une dose avant l'âge de 12 mois, en fait, la première dose ne comptait pas. Et donc, ils n'ont pas pu se protéger suffisamment sur quelque chose d'aussi contagieux que la rougeole. Donc, il faut bien faire les vaccins, c'est ça que ça veut dire. Il faut respecter le calendrier. Bref. Si on regarde de façon très générale sur l'espérance de vie des populations, ça c'est aussi intéressant. Alors, pour rappel, donc, au fin du XVIIIe siècle, l'espérance de vie c'était 30 ans. Donc, quand on a des discours qui nous disent oui, c'était mieux avant, je ne sais pas trop. La mortalité infantile, c'était 30%. Ça, vous savez, voilà, il y a, ouais, 18e, c'était ça. Il y avait en gros un enfant sur 3 qui mourait, soit à la naissance, parce qu'on ne prenait pas en charge les prématurés, par exemple, soit une cause classique de mortalité, c'était les pneumonies. Les pneumonies, dans les années 1900, c'était la hantise de toutes les mamans, parce qu'on n'avait pas d'antibiotiques et on n'avait pas de vaccin pour éviter les pneumonies, donc on ne pouvait ni les soigner ni les éviter. Et donc il y avait énormément d'enfants qui mouraient de maladies infectieuses. Ça, c'est ultra classique. Alors actuellement, je vous rassure, l'espérance de vie, c'est 85,3 pour les femmes et 79,4 pour les hommes. Et la mortalité infantile actuelle est à 0,37%, sachant que ces 4 dernières années en France, elle est en forte augmentation, puisqu'on était descendu à 0,1 et on est actuellement à 0,37. On est le seul pays d'Europe pour lequel la mortalité infantile augmente, alors que tous les autres pays, ça diminue. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est intéressant. Voilà. Et par exemple, là aussi, par rapport au BCG, je vous disais tout à l'heure, mais autre chose pour ce qui concerne l'espérance de vie, quand des pays ont introduit le BCG pour tout le monde dans les pays, dans la foulée, les populations ont vu leur espérance de vie augmenter de 3 ans, même ceux qui n'avaient pas eu le BCG. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est une histoire d'écologie bactérienne, c'est une histoire de circulation, de stimulation immunitaire et de déficit immunitaire induit par les infections. Donc, c'est un peu compliqué, mais c'est assez intéressant. Après, bon, ça, c'est vraiment de la technique pure. Donc, voilà. Donc, ça fait un peu, la présentation générale de ce que peut être la vaccination et de l'impact de la vaccination de façon très, très large au sein des populations, et de tout ce qui va en découler entre les obligations vaccinales et les recommandations vaccinales. Ça, vous avez entendu parler déjà, et parfois, ce n'est pas très clair. Donc, l'obligation vaccinale, en fait, c'est quand il y a un texte de loi qui oblige une population à se faire vacciner contre quelque chose. Alors, pour faire très simple, en Europe, il n'y a que la France et l'Italie. Voilà. Tous les autres pays d'Europe, ils n'ont pas d'obligation vaccinale. Et jusqu'à l'obligation vaccinale, ils étaient tous meilleurs que nous en termes de couverture vaccinale. Bon, on déduit ce qu'on veut. Voilà. C'est les autorités de santé, donc entre autres l'HAS, le ministère de la Santé, etc., qui décident, qui ont décidé de ce décret, donc en 2018. Et ça peut être évolutif, mais le problème des obligations, comme c'est un texte de loi, si on veut le faire évoluer, il faut modifier la loi. Et modifier la loi, c'est le petit schéma qui est en bas ici. Donc il faut que ça passe par tout ça, souvent plusieurs fois, avec différentes instances, vous connaissez. Je ne vais pas refaire le truc, mais en gros, ça prend des mois et des mois et des mois, voire des années, pour faire une modification de texte de loi, et souvent, ce n'est pas fait d'ailleurs. Ça, c'est comment ça se passe en France actuellement. Vous avez 3 grands axes, on va dire 3 grands décideurs. Donc la commission technique des vaccinations, la commission de transparence de l'HAS et la commission d'évaluation économique et de santé publique. Évidemment, on ne va pas imposer un vaccin qui, par exemple, coûterait très cher et qui n'éviterait que 2 cas graves dans l'année. Ça se discute, mais on ne peut pas faire payer à la sécurité sociale quelque chose qui coûte plusieurs millions si ça ne sauve que 2 personnes. Je vous rassure, ça en sauve plus.
Bref, donc sorti de là, ils discutent, et puis ils décident ou pas comment ils modifient le calendrier vaccinal et les remboursements. Et souvent, en fait, ce qui se passe, et je vais vous montrer tout à l'heure, c'est qu'ils décident de mettre en place une recommandation vaccinale et le remboursement ne vient souvent qu'un an plus tard. Ce qui est un vrai problème, en fait, parce que du coup, ça veut dire qu'il est recommandé, pas obligatoire, il est recommandé. Ça ne veut pas dire que les non recommandés ne doivent pas être faits. Je vous en parlerai aussi. Recommandé, mais l'État dit on recommande que ce vaccin-là soit fait pour tous les nourrissons, mais par contre, on ne vous le rembourse pas encore. Donc ça, c'est un problème parce que souvent, on a un an et demi. C'est ce qui s'est passé sur les deux derniers qui ont été mis en place, je vais vous le dire tout à l'heure. Et puis, les recommandations vaccinales, il y a aussi les recommandations d'ordre médical, c'est-à-dire qui ne sont pas faites par les instances administratives, par ceux qui travaillent. Donc, c'est les sociétés savantes, donc pédiatrie, maladies infectieuses. J'ai mis quelques exemples en bas, qui sont les 3 gros travailleurs autour des maladies infectieuses de l'enfant en France. Et eux qui ont pour but de répondre à des problématiques de santé publique, mais aussi des problématiques de santé individuelle. On est bien d'accord que ce n'est pas tout à fait la même chose et que pour les instances administratives, ils ciblent d'abord la santé publique plutôt que la santé individuelle. Il y a déjà assez à faire. Basé sur des études. Donc les études sont publiées bien plus vite que les décrets de loi. Et donc ils peuvent aussi varier en fonction de la population, en fonction de la région, en fonction de tout un tas de paramètres. Donc, avant 2018, ça vous savez, les vaccins obligatoires, c'était diphtérie, tétanos, polio, et donc ça a été respectivement mis en 38, 40 et 64, donc vous voyez, c'est très récent comme obligation vaccinale. Et là, c'est pareil, ça a été mis en place avec obligation parce qu'il y a eu du mal à l'époque à les faire, ces vaccins. La variole a été obligatoire en 1902 et retirée en 1984, donc c'est pas si vieux, et puis le BCG de 1950 à 2007. Voilà. Sachant qu'actuellement, je vous ai mis des petits chiffres, en France, on a eu depuis janvier 2022, donc sur l'année 2022, 30 cas de diphtérie, donc il y en a quand même un petit peu, pas beaucoup certes, parce qu'on a un très bon vaccin, donc 13 à Mayotte, et puis quelques cas de tétanos. Alors les tétanos, on en a, mais j'y reviens après, le pourquoi du comment on en a, mais on a quand même ces maladies-là, c'est-à-dire que malgré le fait que ce soit obligatoire et que les vaccins marchent très 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 bien, on a quand même des cas. Et ça c'est tout bête, c'est parce que les rappels ne sont pas faits. On y reviendra. Donc voilà, donc ensuite tout ce qui était recommandé en 2018, c'est toute cette liste-là. Je vais essayer de vite détailler tout à l'heure, mais en fait finalement c'est assez peu de maladies par rapport à tout ce qui existe. Voilà. Donc en 2018, devant tous les trucs que je vous ai racontés, y compris pour le méningocoque C, etc., et des taux de couverture ridicules pour l'HPV, par exemple, le papillomavirus, dont on parlera tout à l'heure, où on n'était même pas à 18% de couverture. Alors que la majorité des pays d'Europe autour de nous tournaient entre 50, parce qu'ils venaient juste de le mettre en place, et la majorité entre 80 et 90% de couverture vaccinale. Donc vraiment, on était très 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 en dessous. Et puis des épidémies de rougeole, qui est encore, puisqu'on est actuellement, là, tout de suite, maintenant, en alerte épidémie de rougeole. Ah oui. Voilà. Donc il y a eu une concertation citoyenne qui a été faite, avant 2018, puisqu'elle a été publiée en 2018. Alors, ce qui est un petit peu déprimant, c'est que malgré que ce soit quelque chose où tout le monde peut se connecter et donner son avis, c'est la concertation citoyenne, il suffit d'aller sur le site du gouvernement, puis concertation citoyenne, alors il y en a régulièrement, sur plein de sujets différents, et bien celle-ci n'a rapporté que 10 000 participations, ce qui est ridicule, mais bon, c'est 10 000 participations quand même. Et on relevait malgré ça que si on supprimait l'obligation DTP, il y avait quand même 13% des sondés qui ne vaccineraient plus contre diphtérie, tétanos, polio. Je veux dire que c'est une hérésie. 15% des médecins généralistes n'insisteraient pas sur les vaccins s'ils n'étaient pas obligatoires. Là, je parle que du DTP, ça fait un peu peur. Et 41% de défiance vaccinale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc du coup, qu'est-ce que l'État a fait? Puisque on a une augmentation du nombre de cas et des enfants qui continuent à mourir ou à être malades ou à avoir des séquelles de maladies qui sont éradicables ou en tout cas évitables avec une très bonne efficacité, ils ont rendu obligatoire les vaccins, donc, qui existaient déjà depuis de nombreuses années. C'est-à-dire qu'en 2018, en 2018, ce qui a été fait, c'est on a pris le même calendrier vaccinal qu'il y avait et on l'a rendu obligatoire. Sachant qu'à l'époque, on était le calendrier le plus faible d'Europe en termes de vaccination.
C'est-à-dire non seulement on était le plus nul, mais en plus on était aussi ceux qui faisaient le moins de vaccins, qui au moins c'est constant, c'est bien. Et puis ils se sont arrêtés aux 2 premières années, donc aux nourrissons. Nourrissons, c'est 28 jours, 2 ans. Et donc les grands enfants, donc 6-7 ans, les adolescents, les jeunes adultes, là bien sûr, ça n'a pas du tout d'obligation dans ce cadre-là, ce qui est aussi un problème parce que quand on ne fait pas les rappels, et notamment contre le tétanos, contre la coqueluche, ça peut être problématique. Et pour l'adulte, alors là, ils n'en ont même pas parlé. Je vais vous en parler, du coup, je n'avais pas prévu, mais je vous donnerai quand même des petites infos parce que c'est intéressant. Voilà. Alors, sachant qu'en 2018, il existait plein d'autres vaccins, dont certains étaient utilisés déjà depuis très longtemps, notamment contre les gastro-entérites, qui en France représentent 40 000 hospices par an et 14 décès d'enfants par an. Ça, on n'arrive pas à réduire. C'est comme ça depuis la nuit des temps, depuis qu'on hospitalise les enfants pour perfusion, mais on a toujours entre 13 et 14 décès par an. Les méningites non C, parce qu'il y a d'autres méningites, j'y reviendrai après, sachant que la plus fréquente, c'est la B. Bon. Et la varicelle, puisque en France, la varicelle, ça touche 700 000 enfants par an et 20 décès par an. Il y a 20 enfants par an qui meurent de varicelle. J'y reviens. Voilà, donc l'obligation vaccinale, voilà, c'est arrivé au 1er janvier 2018, ça a été radical, là pour le coup, quand les Français sont un peu obligés de faire des trucs, ils sont un peu obligés de les faire. Et donc on a eu, comme je vous expliquais ici, c'est la courbe de droite, l'évolution des protections contre le méningo-C, où on était, vous voyez, à un joli 35,5%, n'est-ce pas? Et on est arrivé à 88%, ce qui n'est pas encore 100, mais déjà c'est mieux. Voilà. Et puis en 2021-2022, donc on est quand même déjà 4 ans après l'obligation vaccinale, arrivent enfin des mises à jour du calendrier vaccinal, avec principalement la vaccination contre le rotavirus. Le rotavirus, donc c'est, on va dire, l'un des 2 principaux virus responsables de gastro-entérite, tout âge confondu. Par contre, c'est celui qui est le plus à risque d'entraîner une déshydratation. Qui dit déshydratation dit hospitalisation, perfusion, etc. Voilà, c'est un gros impact sur la santé publique, et notamment sur le système hospitalier, puisque avec les bronchiolites, c'est la première cause d'hospitalisation l'hiver des enfants. Donc là, l'idée du vaccin, c'est pas d'éviter une maladie grave, mais c'est plutôt d'éviter d'engorger le système de soins. Déjà de ne pas être malade, parce que c'est pas plus mal. Alors on va voir que ça a d'autres intérêts, mais on verra ça après. Sachant qu'en 2018, quand on l'a mis en place, nous étions le 127e pays à le mettre en place dans le monde. Magnifique. Sachant que ce vaccin existe depuis 2006. Bref. Et ça, c'est la carte du monde. Et tout ce qui est en vert, c'est tous les pays qui font le vaccin. En jaune, c'est ceux qui sont en train de le mettre en place. Voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est un peu déprimant. Ça, c'est la carte de 2018, mais celle d'aujourd'hui, maintenant, on fait partie du truc, mais à l'époque, on était là. Et d'autres pays ont continué. Donc, on a effectivement des pays comme la Chine, c'est un peu compliqué, la vaccination en Chine. Hein. Ça marche par région, puis bon, c'est un système politique particulier. Vous avez quelques pays pour lesquels c'est un peu compliqué, mais vous voyez, par exemple, l'Afrique, et notamment l'Afrique noire, ça a été les premiers, puisque les premiers à avoir mis en place, c'est le Sénégal et le Burkina Faso. Ça a été les 2 premiers pays au monde à avoir mis en place la vaccination. Et juste, je ne l'avais peut-être pas vu passer, mais je vais le remarquer là, avant l'ère vaccinale, le rotavirus tuait par an 500 000 nourrissons. D'accord? Vous avez 1,5 million de bébés qui mouraient par an à cause du rotavirus. Alors certes, ce n'était pas en Europe, hein, c'était dans les pays pauvres, mais n'empêche, c'est 1,5 million d'enfants, quoi. Là, actuellement, que les vaccins se sont développés, alors bien évidemment, quand vous avez sur des pays d'Afrique noire, et notamment dans certains pays, vous savez comment ça fonctionne, on n'a pas des taux de couverture de 90%, ça c'est évident, mais actuellement, on est à peu près, sur les dernières datas que j'ai, qui datent d'il y a 3-4 ans, on était à 220 000. Donc on a réduit de plus de moitié le nombre de bébés qui mouraient de rotavirus, quoi. Après, je ne veux pas extrapoler sur le Covid, mais bon. Bref, donc le méningocoque B, donc je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est le méningocoque le plus fréquent dans les méningites bactériennes. Ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, je vais y revenir, parce que ça, du coup, pour le coup, ça concerne aussi toutes les tranches de population, et notamment les personnes plus âgées.
Donc, première cause de méningite bactérienne, là ça va ultra vite, c'est ultra agressif, ça vraiment ça ne nous fait pas du tout rire. Et le vaccin est disponible depuis 2013. On a mis 10 ans, c'est pas mal, c'est une bonne moyenne. Voilà, ça a été introduit par exemple en Angleterre dans le calendrier vaccinal des enfants en septembre 2015. En septembre 2016, 96% des enfants étaient vaccinés. Voilà, ça on n'a jamais vu en France. En Angleterre, ce n'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, c'est même parti d'une association de parents qui ont mis sur le net une pétition en disant nous, le vaccin existe. Ils ont beaucoup de cas de méningite en Angleterre. Enfin, ils avaient beaucoup de cas de méningite en Angleterre, plus qu'en France. Et donc, les parents ont dit nous, on veut que l'État paye le vaccin pour tous les enfants parce qu'il n'y a pas de raison. Et on a un vaccin. Les méningites, ça tue nos enfants. Ils ont 800 000 signatures en l'espace de quelques semaines. Et donc, l'État a dit OK, on prend en charge la vaccination. C'est parti de là, et avec une efficacité qui est très importante, puisqu'on a une réduction de 75% des cas de méningite à méningocoque depuis. Alors ça, c'est pour vous expliquer qu'il n'y a pas tout le temps 100% dans les vaccins, puisqu'en fonction de la virulence de l'agent pathogène, et là, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que le méningo B, ça va très très vite. Donc si vous avez un méningocoque B qui vous tue en 6 heures, votre système immunitaire, il n'a pas le temps de réagir, même si vous êtes vacciné. C'est pour ça qu'il n'y a quand même pas une efficacité de 100%. Mais on est bon quand même. Sachant que dans ceux qui restent, ça c'est une étude portugaise qui l'a montré, dans les quelques cas de méningite, malgré la vaccination de l'enfant, chez des personnes vaccinées, je ne parle pas de personnes non vaccinées parce que pour le B, on n'a pas de protection collective, aucun enfant n'avait de séquelles et aucun enfant n'est mort. Donc il y a eu des cas de méningite, mais aucune séquelle. Alors qu'avant, c'était systématique. Et ça va du handicap à la cécité en passant par l'amputation. Et notre gros problème actuellement, c'est l'explosion des cas post-Covid. Alors vous avez sûrement déjà entendu parler de la dette immunitaire, une connerie comme terminologie en tout cas. Mais depuis qu'on a arrêté les confinements, on a multiplié par 4 par rapport à avant la période Covid, le nombre de méningites chez l'enfant. Donc les méningites, pour faire simple, ça touche les 1-6 ans, les 18-24 et les plus de 80. Voilà. Il y a 3 gros pics comme ça d'âge d'infection des méningocoques. Et donc, se pose la question de vacciner les personnes âgées. Ça, c'est l'évolution des méningites. Vous voyez, ça, c'est les années avant. Tac, on n'est pas bon, bien sûr. Après, il y a le Covid. Enfin, il y a le 2018 avec un peu l'essai, mais on ne les voit pas trop. Le Covid. Et puis, depuis l'arrêt des confinements, finalement, on est très, très haut. Et ça fait des années qu'on n'avait pas eu autant de méningites en France. Et c'est quelque chose qui est constant. Ça fait plus d'1 an. On tourne à peu près à une centaine de cas par mois, alors qu'avant, on en avait entre 300 et 350 par an. Donc ça, c'est important. Donc le calendrier des vaccins, après je ne détaillerai pas, sauf si ça vous intéresse, mais grosso modo, l'idée, c'est de le faire tôt, puisqu'en fait, les enfants sont exposés dès leur naissance. D'accord ? Si on fait les vaccins quand ils ont 10 ans, ils ont déjà chopé des trucs, quoi. Voilà, donc... Comment ? Oui, j'y viens. Ça, je vais vous en parler du coup. Ouais. Donc, on fait dès 2 mois, en fait, les vaccins. Le BCG, c'est uniquement si on a vraiment quelqu'un dans la famille qui a déjà eu la tuberculose, qui a la tuberculose. Et sachant que ces vaccins-là sont couplés, c'est-à-dire les 4 premiers, là, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus, hépatite B, je vous expliquerai, c'est un seul vaccin. Pneumocoque, c'est plusieurs pneumocoques. Là, actuellement, on va pouvoir protéger contre 15 pneumocoques à partir de ce mois-ci. Rougeole, oreillon, rubéole, c'est un seul vaccin. Le méningo C, c'est un vaccin, mais il va être ajouté avec A, B et W, AWY. Le rotavirus, donc pour les gastro, et le méningocoque B. Donc vous voyez que c'est assez chargé finalement. C'est vrai que ça fait pas mal d'injections à faire chez les nouveau-nés, mais il faut savoir que pour chaque valence, c'est-à-dire chaque élément contenu dans un vaccin, par exemple dans DTP, il y en a 3, pour chacun d'eux, vous utilisez 0,1% de votre système immunitaire. C'est valable chez les grands aussi, mais avec une moins bonne efficacité. Les enfants répondent mieux à la vaccination que les grands enfants ou que les adultes et les personnes plus âgées. Mais voilà, donc même si on en fait 7, 8, 12, 32 ou 54 le même jour, de toute façon, dans le pire des cas, on ne peut pas dépasser 1% du système immunitaire. Donc en fait, ça ne pose jamais de souci en termes d'association. Ça, c'est important. Donc j'en profite parce que c'était pas le sujet. Mais
ça vous concerne, donc je préfère autant vous le dire. Il y a des choses très importantes chez l'adulte. Alors l'HPV, c'est en train de changer. Là, actuellement, à partir de maintenant, là, il va être pris en charge jusqu'à l'âge de 24 ans, d'accord, en 2 doses, je vais revenir, donc ça c'est important, y compris chez des personnes qui ont déjà eu des problèmes de col. En fait, c'est une étude qui a montré ça, ils ont pris des personnes qui avaient eu un cancer du col de l'utérus, donc lié au papillomavirus, donc opérées, vaccinées, et ils ont comparé à des personnes qui avaient eu le cancer du col mais qu'ils n'avaient pas vacciné. Et bien en fait, les personnes vaccinées font moins de rechutes. Donc c'est très intéressant en termes de santé publique jusqu'à 24 ans, mais c'est toujours intéressant même après. Donc là, ce qui est important pour vous, c'est ça. C'est pas tellement le tétanos ici. D'ailleurs, moi j'aurais plutôt mis ça comme... Mais bon. Le tétanos, si on fait tous les 20 ans, c'est suffisant. Et vraiment, après 65, on peut passer tous les 10 ans. Parce que le système immunitaire, après 65 ans, il commence quand même à marcher beaucoup moins bien. Et donc, tous les 10 ans, c'est mieux. Par contre, la coqueluche, alors ce qui n'est pas spécifié ici, vous voyez, il n'y a pas coqueluche là. Et ça, c'est un vrai problème. Et ça, c'est quelque chose pour lequel, malgré des avis d'experts depuis des années, ça n'a pas été étendu, puisque la coqueluche, déjà de base, on a une protection qui dure à peu près 7 ans. 10 ans dans le meilleur des cas. La coqueluche, c'est une atteinte pulmonaire, je vais juste vous expliquer après vite fait si vous voulez, et qui peut être asphyxiante, même chez l'adulte. Et donc d'avoir une protection coqueluche est presque plus intéressante qu'une protection contre le tétanos, parce que c'est une maladie beaucoup plus fréquente. On viendra tout à l'heure. La grippe, bon, ça vous connaissez, hein, à partir de 65 ans, normalement c'est tous les ans. Alors la grippe, pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'elle-même, elle peut être agressive. Il y a des atteintes cardiaques, des myocardites, des choses comme ça, des inflammations du cœur suite à la grippe. Et surtout parce que la grippe fait le lit de l'installation d'autres bactéries, et notamment des bactéries comme le pneumocoque et le méningocoque. Je vais vous expliquer, mais ça c'est hyper important. C'est-à-dire que quand on se vaccine contre la grippe, on ne se vaccine pas que contre la grippe, on se vaccine aussi contre les bactéries dont l'implantation est favorisée par le virus de la grippe. Je vais vous expliquer. Et le zona, effectivement, alors là on est magnifique aussi. Hein. Le zona, le vaccin, il y en avait un jusque-là qui s'appelle Zostavax, qui est un vaccin vivant, qui correspond à 14 doses de vaccin varicelle, et qu'on faisait à 65 ans. C'est Marisol Touraine qui a dit on le fait à partir de 65. Ce qui n'est pas très judicieux parce qu'en fait il faut le faire à 55, très clairement. C'est à partir de là où on a son immunité propre qui diminue contre le virus de la varicelle, hein, parce que le zona, ce n'est que le virus de la varicelle qui réapparaît. Parce que quand on attrape la varicelle, on garde le virus toute sa vie dans son corps, dans son système nerveux, dans son cerveau et dans sa moelle. Et quand le système immunitaire va diminuer, eh ben, le virus va ressortir et va se propager le long du nerf. C'est pour ça que ça fait, le zona, ça fait toujours le long d'un nerf. Il faut savoir que les personnes âgées, donc de plus de 80 ans, qui font une poussée de zona, ont une augmentation de risque d'AVC dans le mois qui suit presque triplée. Parce qu'on va y revenir, mais la varicelle est un pourvoyeur d'AVC. Donc le zona, le vaccin contre le zona qui est maintenant, je ne sais même plus quel âge il a, ça fait au moins 15 ans que ça existe. À l'heure actuelle, la couverture vaccinale en France contre le zona chez les personnes de plus de 65 ans, on est à 1,4%. C'est magnifique. Je pense que les gens savent. Je sais bien, mais 1,4%, c'est ridicule. C'est le rôle du médecin généraliste Oui. de faire passer le mot. On est bien d'accord. Avec le vaccin de la grippe. Ces 2 choses-là sont vraiment primordiales parce qu'on a des problèmes de coqueluche chez la personne âgée. Et une personne âgée qui fait une coqueluche, ça ne se passe pas bien. Et une poussée de zona avec le risque d'AVC, mais même le zona lui-même, hein, je veux dire, même si on ne fait pas d'AVC dans la foulée, va avoir des douleurs zostériennes tout le reste de sa vie, ces douleurs neuropathiques, c'est extrêmement douloureux. Le vaccin marche très bien. Le problème de celui-ci, c'était qu'il était vivant, donc on ne pouvait pas le faire à certaines personnes, les personnes qui sont sous chimio, les personnes qui ont des déficits immunitaires, etc. Par contre, depuis maintenant 2 mois, on a un nouveau vaccin qui s'appelle le Shingrix, qui lui est pas du tout vivant, c'est ce qu'on appelle un vaccin recombinant, c'est que des protéines. Hein. Dans les vaccins, vous avez les vaccins donc, vivants, il y en a très peu. Il y a celui de la varicelle, il y avait l'ancien contre le zona, et tout le reste, c'est des vaccins morts, hein, c'est des morceaux de protéines, hein, grosso modo. Et celui-ci est beaucoup plus efficace, parce qu'on a une efficacité qui monte à 85% de réduction du zona, contre 50% contre le Zostavax, c'était celui qu'il y avait avant.
voilà, et qui est disponible et remboursé depuis le mois dernier, quoi. Voilà. Donc voilà, donc je vais passer le message, mais si on parlait des enfants, parce que ça c'est important et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème de santé publique, le zona, et c'est à la charge effectivement des médecins généralistes d'informer leurs patients que le vaccin est pris en charge par la Sécu. C'est une seule injection. En gros, on fait une dose à 65 ans. On pense, nous, qui s'occupons de vaccins, que ce serait peut-être pas mal de le refaire une fois de temps en temps, mais tous les 15-20 ans. Voilà. Parce que la réponse, elle est très intéressante. Et finalement, c'est l'utilisation du vaccin qui nous dira à peu près à quel rythme il faut refaire les doses. Mais vu que pour le Zostavax, il y a 1,4% de couverture vaccinale, on n'a pas encore la réponse, quoi. Voilà. Mais ça, c'est important. Donc voilà. Donc pour les populations en gros de plus de 55 ans, moi je maintiens que pour le zona c'est 55 et pas 65, mais il n'y a pas que moi. Voilà, c'est grippe, zona et coqueluche et tétanos, ouais, tous les 10 ans, mais ça en général le tétanos, enfin je dis c'est bien fait, non c'est pas vrai, parce que dans les cas de tétanos que je vous ai montré tout à l'heure, c'est pas compliqué. Quand on regarde les cas de tétanos en France depuis 20 ans, c'est les personnes âgées qui n'ont pas eu leur rappel depuis des lustres et les antivax. Voilà, c'est pas compliqué, c'est tout, il n'y a que ça. Bon, après, j'avais fait une liste de toutes les maladies, machin. Je vais passer super vite parce que sinon je vais encore parler super longtemps. Après, s'il y a des choses qui vous intéressent au fur et à mesure, vous me dites, mais juste la diphtérie, il faut savoir, voilà, ça tue 10% des malades. Et la contamination, elle se fait juste par contact, donc ça va très très vite. Et c'est une maladie qui n'est pas éradiquée, puisque dès qu'on baisse les couvertures vaccinales dans les pays, ça remonte. Le tétanos, donc ça c'est une maladie qui de toute façon n'est pas éradicable, parce que c'est une bactérie qui vit dans la terre et qu'on contamine par effraction cutanée. D'accord. Donc voilà. Alors le clou rouillé, ben, c'est pas si vrai que ça, parce qu'on entend toujours parler du clou rouillé, mais en fait la bactérie elle n'est pas tellement sur le clou, elle est plutôt dans la terre. Donc ça va être plutôt les ronces, les écorchures sur le sol, ce genre de choses-là qui vont contaminer. C'est une maladie qui est non éradicable. Donc ça, si on arrête les vaccins, on en aura. On perd son immunité avec le temps, d'où l'utilité des rappels. Probablement qu'on peut être un peu plus souple avec ça, mais bon. Il n'y a pas de traitement. Et c'est non immunogène. Non immunogène, ça veut dire que quand on l'attrape naturellement et qu'on n'en meurt pas, c'est 30% des patients qui meurent, qu'on n'en meurt pas, et ben on peut le rattraper dans la foulée. Voilà, il y a des maladies comme ça pour lesquelles on ne développe pas d'immunité. Il n'y a que le vaccin qui permet d'avoir une immunité. La polio, ça on n'en voit plus, enfin pas dans les pays développés dans lesquels il y a le vaccin, mais dans les zones de conflit, on peut être sûr, dès qu'il y a une zone de conflit quelque part, on se tape une épidémie de polio dans la foulée. Donc la polio, ça détruit les fibres nerveuses et ça paralyse de façon irréversible. Et on ne le sait pas quand on l'attrape. Les symptômes de la polio, à l'infection, avant que la toxine détruise les fibres nerveuses, parce que c'est la toxine, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est on peut avoir un peu de fièvre, des céphalées, un peu de perturbations digestives, mais c'est tout, quoi. Voilà. Et la plupart du temps, c'est asymptomatique. Et c'est que quand on commence à se paralyser qu'on fait le diagnostic. Mais c'est trop tard, parce qu'on ne récupère pas de nerfs qui sont morts. Donc la coqueluche, je vous en ai parlé un petit peu. Là aussi, c'est une toxine. Et c'est là aussi pour ça que c'est important de vacciner. Parce que l'arrêt respiratoire et l'arrêt cardiaque sont sous l'influence de la toxine. Donc dès qu'on est symptomatique sur une coqueluche, on traite par antibiotiques. D'ailleurs, souvent on traite alors qu'il n'y a plus la bactérie. Quand on a des cas de coqueluche, parce qu'on en a régulièrement de toute façon, chez les enfants parce qu'ils n'ont pas eu les bons rappels, je vais y revenir, ou chez les adultes parce qu'ils n'ont pas eu leur rappel du tout, on a les patients au bout de 2 semaines de tout, par exemple, et au bout de 2 semaines, il n'y a plus de bactérie. La bactérie est morte et éliminée. Ce n'est pas une bactérie agressive en soi, donc elle ne tue pas le poumon. Elle peut donner des pneumonies, mais elle ne tue pas le poumon. Par contre, et elle finit par être tuée par le système immunitaire. Par contre, la toxine, elle est relarguée. C'est-à-dire que tous les symptômes qui sont liés à la toxine, eux, vont persister. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des patients qui vont tousser pendant 6 mois après une coqueluche. Voilà. Et donc ça, c'était pour la partie, c'était plus pour les professionnels de santé, médecins et parents d'enfants. C'est qu'il existe plusieurs types de vaccins qui ciblent le DTP coqueluche et qui ne sont pas tous dosés de la même façon. Et là, je peux vous assurer que j'ai vu un nombre d'erreurs pas possible sur les calendriers vaccinaux avec une grande confusion. Là, il y a 2 choses. C'est un défaut de formation, très clairement, et une confusion des vaccins. Donc, il faut que les vaccins
qui soit fait chez le nourrisson soit fortement dosé pour qu'on ait une bonne réponse immunitaire. Ça paraît logique, hein. Plus vous donnez de stimulation, plus le système immunitaire est fort. Je pense que là, c'est assez simple comme définition. Mais souvent, on voit des Répévax et des Boostrix passer chez des enfants de 6 ans, et ça, c'est des faiblement dosés. À une époque, avant l'obligation, on voyait même des enfants qui étaient vaccinés avec un Révaxis, c'est-à-dire un DTP, parce que les parents ne voulaient pas la coqueluche, ne voulaient pas l'hémophilus, ne voulaient pas tout ça, et donc ils faisaient que le DTP. Sauf que le vaccin DTP n'existe plus depuis des lustres, et que c'est un vaccin non adjuvé. Non adjuvé, ça veut dire qu'on met les protéines sans aucune protection, et relargué comme ça. Et donc ça peut donner des réactions allergiques graves. Et c'est pour ça qu'il y a des enfants qui ont fait des chocs allergiques avec ces vaccins-là. Donc ils n'existent plus depuis très longtemps. Et il y en avait un qui faisait que DTP, mais qui était faiblement dosé. Et donc quand on fait ce genre de vaccin à des nourrissons pour ne pas faire les autres, en fait c'est comme si on ne faisait rien. Donc non seulement on les pique pour rien, et les parents sont persuadés que les enfants sont protégés alors qu'ils ne le sont pas. Ou ils vont l'être, mais de façon tellement courte que ça ne tiendra pas jusqu'au rappel des 6 ans. Voilà, donc ça c'était un peu la partie technique, mais bon, c'est quand même intéressant de le savoir. Voilà, donc ça c'est les différents rappels, donc on fait un rappel à 6 ans, à 11 ans, voilà, tac. L'hémophilus, ça donne des épiglottites, vous avez le schéma ici, donc en gros vous avez le larynx qui gonfle et vous n'arrivez plus à respirer, et ça appuie sur le nerf vague qui est juste devant ici, et le nerf vague c'est lui qui contrôle la fréquence cardiaque, et quand ça appuie dessus, ça arrête le cœur. Voilà. Donc ça, on n'en voit plus. Depuis que le vaccin existe, on n'en voit plus. Ça, c'était la hantise de tous les réanimateurs, tous les pédiatres, tous les ORL. Les débuts de garde, c'était tout, à cause de ça, on avait vraiment peur de ce genre de problématique-là. Et grâce à la vaccination, on n'en a plus. Et là, on a une efficacité collective qui est excellente. L'hépatite B, donc, je vous en parle parce que c'est important, parce que c'est le premier vaccin anti-cancer à avoir été créé et développé et mis en place dans les populations. Alors ça, beaucoup de gens ne le voient pas comme ça, mais en fait c'est ça, hein. L'objectif du vaccin de l'hépatite B, c'est d'éviter le cancer du foie. Puisque quand vous faites une infection contre un virus de l'hépatite B, donc soit vous allez guérir, alors on est asymptomatique la plupart du temps, on ne le sait pas, hein. Tout au pire c'est une mini grippette, voilà, on a quelques cas de forme aiguë, mais bon. Et puis on va soit guérir, soit partir vers une hépatite B chronique qui va être asymptomatique elle aussi. Donc là, vous ne le savez pas, là, vous ne le savez pas. Et puis, ça évolue vers la cirrhose du foie. Là, on commence un peu à le savoir. Et puis, cette cirrhose va évoluer vers un cancer. Voilà, donc ça a été développé pour ça, ce vaccin-là. Il faut savoir que les bébés qui naissent de mères porteuses de l'hépatite B et sécrétrices de l'hépatite B, 90% vont être infectés à la naissance. Et l'âge moyen de développement du cancer du foie, c'est 5 ans pour ces enfants. À 5 ans, ils ont un cancer du foie. Voilà. Donc ça part bien, magnifique. Voilà. Il faut savoir, pour vous donner un ordre d'idée, qu'en 2016, c'est les dernières données, je n'ai pas trouvé plus récent, parce qu'on ne s'en occupe pas tout le temps de ça, il y avait 135 000 porteurs chroniques d'hépatite B en France, et seulement 17% le savaient. C'est-à-dire que la majorité des patients qui sont porteurs de l'hépatite B et qui le sécrètent ne savent pas qu'ils sont porteurs et sécréteurs de l'hépatite B. Donc ils ne savent pas qu'ils sont potentiellement candidats à avoir un cancer du foie, à le transmettre à leurs partenaires ou à leurs enfants. C'est pour ça que ça fait partie du dépistage chez la femme enceinte, c'est obligatoire, à 6 mois. On vérifie le statut de l'hépatite B de la mère. Ça laisse le temps de la traiter, voilà, si c'est positif. Et on en trouve de temps en temps. Voilà. Des fois, on en trouve qui sont guéris de leur hépatite B, mais on en trouve régulièrement qui sont excrétrices. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose de très important. C'est une maladie qui est asymptomatique jusqu'à ce que ce soit trop tard, pour faire court. Alors, la vaccination contre l'hépatite B est incluse dans le vaccin DTP coqueluche, hémophilus, c'est un seul vaccin, qu'on appelle les vaccins hexavalents, donc diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus, hépatite B, et ça se fait à 2, 4 et 11 mois. Et c'est fini. Je vais revenir juste après sur les schémas de rattrapage. Voilà, donc les vaccins précoces, pourquoi on les fait tôt? Parce que la question qu'on nous a demandé, c'est oui, mais pourquoi on le fait chez le bébé, alors que finalement c'est un problème de plus tard, finalement, parce que les modes de contamination, c'est essentiellement exposition au sang et fluide corporel. En fait, il y a plusieurs raisons. La première, c'est parce que déjà, on n'est pas au courant de tout le monde. Ça, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'un enfant qui a son papa, sa maman, son oncle, je sais pas, enfin, sa famille, ça se trouve, il y a des gens qui sont... porteurs de l'hépatite B. Il faut savoir qu'une goutte de sang suffit. 1 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 goutte de
pour contaminer. Donc c'est plus vrai pour la C, mais pour la B, il ne faut pas beaucoup, quoi. Donc il peut être contaminé comme ça, une exposition au sang. C'est d'ailleurs comme ça que les enfants s'infectent à la maison, hein. C'est-à-dire que la maman se coupe ou je ne sais pas quoi, enfin il y a du sang et paf, ils s'infectent comme ça. La deuxième, c'est que l'immunité, elle est meilleure. C'est-à-dire que quand on fait le vaccin chez le bébé, l'immunité à long terme est meilleure que si on le fait plus tard. Si on le fait à 11 ans, par exemple, il va développer son immunité, l'enfant, mais elle sera quand même moins efficace et moins bonne que si on le fait petit. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième, c'est que c'est plus difficile de vacciner tous les enfants à 11, 15 ans, parce que les visites systématiques chez le pédiatre ou chez le généraliste ne sont pas faites. Et puis il n'y en a plus vraiment. Alors que les premiers mois, de toute façon, les enfants, tous les mois, ils sont vus par un médecin. À part quelques cassos, mais bon, voilà. Donc finalement, on est sûr de les avoir. Et en plus, comme maintenant on a des vaccins combinés, c'est-à-dire qu'ils sont tous dans le même, ça fait 3 piqûres en moins. Ou 2 selon l'âge. Voilà. Donc ça, c'est important. En France, on a eu un gros problème par rapport à l'hépatite B avec l'histoire des scléroses en plaques. Donc ça, pour bien comprendre l'histoire, parce que ça c'est hyper intéressant, c'est que dans les années 80, 85 je dirais comme ça, de tête, il y a 2 études françaises qui sont sorties qui avaient dit ah, attention, il y a peut-être une corrélation entre, c'est ça qu'ils ont dit, hein, entre la vaccination et les scléroses en plaques, puisqu'effectivement, on avait, à l'époque, on vaccinait les jeunes adultes. Donc c'était 18, 21 ans. Et la sclérose en plaques, c'est une maladie de la jeune adulte, hein, ça commence à 20 ans, hein, l'âge moyen. Et donc, il y avait une superposition des incidents, c'est-à-dire du taux de couverture et du nombre de cas. Et puis, on a commencé à décaler, et à décaler, à décaler, à décaler. Et bien, finalement, il y a toujours autant de sclérose en plaques, alors plus parce qu'il y a plus de maladies auto-immunes d'une façon générale, mais chez l'adulte. Mais par contre, il n'y a pas de décalage de l'âge. Et s'il y avait une corrélation, ou en tout cas une incidence directe de provoquer une sclérose en plaques chez une personne par le vaccin, on aurait dû avoir le même nombre de sclérose en plaques, mais toujours avec le décalage de l'âge, ce qui n'a pas du tout été le cas. Et donc depuis, il y a eu plein d'études qui ont été faites, et notamment la Cour de justice européenne en 2017, je ne dis pas de bêtises, donc ça a été jusqu'à la fin du procès, tout ça, qui ont toutes démontré qu'il n'y avait pas de corrélation entre les deux. C'est-à-dire que la vaccination contre l'hépatite B ne provoque pas de sclérose en plaques. Voilà. Mais vous savez, c'est quand vous avez 2 événements qui surviennent au même moment, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont corrélés l'un à l'autre. La relation de causalité est très difficile facile à suspecter, on va dire, et très difficile à démonter. Donc ça a mis tout ce temps-là, donc quand même 85-2017, donc ça commence à faire quand même pas mal d'années, mais il n'y a pas de corrélation entre les deux. Voilà. Et maintenant, on sait un peu plus pourquoi. Et quand on regarde, par exemple, dans les populations, parce qu'on a maintenant un recul énorme avec des millions et des millions d'inclusions, si on prend des gens qui sont vaccinés et des gens qui ne sont pas vaccinés, et ben en fait, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que vous avez exactement le même nombre de cas de sclérose en plaques chez les gens qui ont été vaccinés que chez les gens qui ne le sont pas. Donc quand on commence à avoir ça dans tous les pays, sur des centaines de millions de personnes, on commence à être un peu rassuré. Voilà, donc il n'y a pas de corrélation entre les deux. Voilà, ça c'était un schéma pour ceux que ça intéresse, pour les bébés. Donc pour les plus grands, pour répondre à la question de tout à l'heure, quand les enfants n'ont pas été vaccinés contre l'hépatite B avec les hexavalents, en fait, on peut à n'importe quel âge faire la vaccination, mais elle va être spécifique. Donc il y a 2 types de vaccins, il y a ceux qui sont dosés à 10 microgrammes et ceux qui sont dosés à 20 microgrammes. Donc pour ceux qui sont dosés à 10 microgrammes, on peut les faire n'importe quand, en GRX-B10, Genevac B10. Et HBvax Pro 10, celui-là c'est pareil, on a des soucis, mais bon, en gros, voilà, qu'on va faire en 3 doses, 0, 1 et 6 mois. Donc sur 6 mois, on fait la vaccination. Donc ça, c'est n'importe quel âge. À partir, j'ai dû le mettre après, ouais, je les mets là, donc c'est bon. À partir de 15 ans, on peut proposer de l'HBvax Pro 20, Genevac B20, B20 il n'existe plus je crois, où là il est doublement dosé, donc il y a 20 microgrammes, mais là c'est que 2 doses. Donc en fait, en pratique, moi ce que je fais, c'est qu'à partir de 11 ans, parce que les études ont montré qu'on pouvait le faire, je propose aux patients soit un schéma en 3 piqûres avec un 10, un faiblement dosé, en leur disant, voilà, tu auras 3 piqûres, mais il y a moins de réactions locales, tu auras moins de courbatures, ça fera un peu moins mal, ou on fait que 2 piqûres, mais tu risques peut-être d'avoir un peu plus mal au bras pendant un jour ou 2 que si on fait le faiblement dosé.
par expérience, en général, ils choisissent 2. Hein. Voilà. L'efficacité est la même. C'est ça qui est vachement important. C'est qu'on peut faire l'un ou l'autre. Mais en dessous de 11 ans, ce sera forcément du B10 et en 3 doses. Donc en gros, pour les enfants qui n'ont pas eu la vaccination hépatite B dans les vaccins hexavalents, je leur dis d'attendre 11 ans et qu'à 11 ans, on le fera en même temps que le HPV et les rappels DTP. Alors, il est obligatoire, l'hépatite B n'est obligatoire que pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018. Voilà. Eh ben, ils le sont s'ils avaient été vaccinés, mais on ne peut pas les obliger. L'obligation ne concerne vraiment que les enfants nés à partir du 1er janvier 2018, et ni là, avec les nouveaux que je vais expliquer tout à l'heure, ni en 2018 d'emblée, ils n'ont prévu de rendre obligatoire la vaccination hépatite B. Ils sont restés sur leurs recommandations. Voilà. Et on a encore des jeunes qui ne sont pas vaccinés. Hein. Voilà. Donc voilà. Mais bon, après... Voilà. Mais on peut le faire à n'importe quel âge. Il n'est jamais trop tard. Si, il est trop tard quand on a chopé l'hépatite B. Après, c'est cuit, quoi. On ne peut plus rien faire. Parce que là, pour le coup, on ne va pas être efficace. Quand on a chopé l'hépatite B et qu'on est excréteur, sachant qu'on peut guérir et réexcréter plus tard, hein, ça existe. Hein. On a des patients, ils font ça, ils guérissent de leur hépatite B, et pour une raison qu'on ignore, même s'ils ne sont pas réexposés, ils peuvent réactiver leur virus et développer quand même après avoir été guéris une première fois, une cirrhose et un cancer du foie. Donc une fois que c'est fait, une fois qu'on a chopé le virus, c'est fini. On ne peut plus faire grand-chose. Voilà. Et donc, autre petit argument, alors je n'ai pas développé plus, mais c'est intéressant aussi, hein, c'est par rapport aux adjuvants et notamment à l'aluminium. Il faut savoir que si on fait des vaccins hexavalents, au final, on a moins injecté d'aluminium que d'avoir fait d'abord DTP, coqueluche, hémophilus et de façon séparée hépatite B. En fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que les vaccins, quand on arrive à les combiner, on ne peut pas tous les combiner, sinon on mettrait tout dans le même et puis on aurait fini avec une piqûre. On augmente la réactivité du système immunitaire et on a des mêmes résultats en diminuant la quantité de protéines de chaque spécificité vaccinale et en diminuant le taux d'adjuvant. Donc il vaut mieux avoir des vaccins combinés qui permettent d'être plus efficaces avec moins de doses finalement. C'est assez intéressant. Voilà, donc simplement pour passer sur les pneumocoques. Donc les pneumocoques, il y en a quasiment une centaine de pneumocoques qui existent. C'est des bactéries qui donnent des pneumonies, comme son nom l'indique, hein, voilà, mais qui donnent aussi des méningites, des otites, des angines. Et ce qui est très intéressant avec ce truc-là, c'est qu'au fil du temps, avec l'augmentation du nombre de pneumocoques contre lesquels on protège, donc les premiers c'était 7 pneumocoques, le Prevnar, 13, Prevnar 13, et puis celui à partir de ce mois-ci qui s'appelle Vaxneuvance qui protège contre 15 pneumocoques. Vous avez peut-être entendu parler du Pneumovax qui protège contre 23, ou celui qui va le remplacer dont j'ai bouffé le nom, qui ne sont pas les mêmes vaccins, qui n'ont pas la même efficacité. Normalement chez la personne, alors à partir de 65 ans aussi, normalement, on est censé faire du pneumocoque. Et le pneumocoque, c'est une dose de Prevnar 13, donc Vaxneuvance maintenant, et une dose de Pneumo 23. Ça permet de couvrir et de protéger. Parce qu'on a diminué fortement toutes les infections invasives, donc méningite, pneumonie grave, etc., pneumocoque, y compris chez les personnes non vaccinées. Et ça a été la première chose qui a été publiée quand on a vacciné les enfants, c'est que déjà, ils ne faisaient plus de méningite à pneumocoque, donc ça nous allait bien. Ça fait ce que vous voyez en bas. Hein. Une méningite à pneumocoque, ça fait ça dans un cerveau. Donc là, vous n'êtes pas frais. Hein. D'accord ? Donc là, c'est extrêmement grave. Et donc, s'ils ne décèdent pas, c'est des légumes dans un lit, quoi. Et ça, c'est des enfants qui ont en moyenne 1 an et demi. Voilà. Et donc, quand on a vacciné les enfants, on a vu réduire de façon très importante le nombre de pneumonies chez les personnes âgées vivant sous le même toit que l'enfant. Donc ça, c'est hyper intéressant. La deuxième chose qu'on a vue, et on l'a vu beaucoup plus tard, c'est qu'en fait, ça nous a permis de réduire l'antibiorésistance des pneumocoques. Par exemple, chez l'enfant, je ne sais pas si je l'ai mis, ouais, je l'ai mis là, hop. Chez l'enfant, on a, avant, je ne sais pas, vous avez sûrement connu ça, des enfants qui faisaient des otites, on mettait les antibiotiques, ça ne marchait pas, on mettait les antibiotiques par voie intraveineuse, ça ne marchait toujours pas, et on demandait à l'ORL d'aller percer le tympan, ce qu'on appelle une parasynthèse, pour enlever le pus et évacuer l'infection. Eh bien,
cette parasynthèse est sortie des recommandations. On ne le fait plus du tout, plus jamais. Parce que grâce à la vaccination contre le pneumocoque, on n'a plus d'otite résistance aux antibiotiques. Donc on n'a plus besoin de faire des parasynthèses et on n'a plus besoin d'opérer les enfants. Et maintenant, une otite, c'est de l'amoxicilline. Avant, on mettait des C3G, des machins, bon bref, il faut des bioantibiothérapies pour s'en sortir. Et bien maintenant, on met de l'amox et en 7 à 10 jours selon l'indication, c'est réglé. Et ça, c'est grâce aux vaccinations contre le pneumocoque. Voilà. Donc les méningites, on les a diminuées de 75%, les infections graves de 37%. Donc c'est vraiment super intéressant. Ça, c'est les chiffres pour développer. Voilà. Tac. Bon, rougeole, oreillon, rubéole, je vais passer un petit peu vite. Juste ce qui est très important pour la rougeole, parce que ça vraiment c'est nos problématiques à nous pédiatres, hein, c'est qu'on n'arrive pas à avoir une assez bonne couverture en France pour vraiment être débarrassé de ça. Il y a un risque d'encéphalite, donc c'est une inflammation du cerveau, hein, c'est un peu comme les trous dans la tête du pneumocoque. Et surtout, la rougeole, quand on en guérit, on n'est pas, on n'est pas libéré d'une certaine façon, puisque de temps en temps, ça donne une maladie qu'on appelle la panencéphalite subaigus-sclérosante, la PES, qui survient 20 ans en moyenne après la maladie. Et c'est irréversible et inévitable. C'est-à-dire qu'une personne qui doit faire une panencéphalite, après avoir fait une rougeole, on ne peut rien faire. Ça a détruit toute la substance blanche du cerveau, d'accord ? Et en général, le décès survient dans la foulée, mais en fait, c'est un patient qui va devenir de plus en plus handicapé, paralysé. C'est très progressif, un peu comme une SLA, si vous voulez, mais vitesse grand V, quoi. Et en quelques semaines, le patient décède. Et on ne peut strictement rien faire là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que même si on a chopé la rougeole et qu'on n'a rien fait de complications, on peut quand même faire cette saleté-là. Voilà. Les oreillons, c'est surtout grave pour les garçons pubères, parce que ça détruit les cellules qui fabriquent les spermatozoïdes, donc ça rend stérile. Et la rubéole, c'est essentiellement un problème pour les femmes enceintes, puisque ça entraîne des malformations très graves avec des microcéphalies, des cataractes et des atteintes du cœur chez le bébé. Vous voyez, on n'a pas les mêmes cibles, et c'est ça qui est intéressant dans la vaccination, c'est qu'on ne cible pas tout le temps la même chose. Là, pour la rubéole, on ne veut pas qu'il y ait des bébés qui naissent mal formés. Pour les oreillons, on veut éviter la stérilité du garçon. Pour la rougeole, on veut éviter les atteintes cérébrales. Vous voyez, on n'a pas les mêmes objectifs. Voilà, tous les vaccins ne se valent pas. Voilà, tac, alors juste pour citer, parce que tant qu'on est bon, autant le mettre. Hein. Voilà, donc en 2011, la France était le 6e pays au monde le plus touché par la rougeole, après le Congo, l'Inde, l'Indonésie, le Nigeria et la Somalie. On en déduit ce qu'on veut. Voilà, ça fait plaisir. Bref, donc le schéma, il est simple, c'est 2 doses, espacées de 3 mois, quel que soit l'âge. Et c'est à partir de 1 an, comme je vous ai montré tout à l'heure, parce que si on le fait avant 1 an, on répond moins bien, ou alors il faut faire une dose de plus. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'en cas d'exposition, si on vaccine dans les 72 heures, on peut éviter la maladie dans la majorité des cas. C'est comme pour la varicelle. La varicelle, c'est pareil. Si on réalise une dose de vaccin alors qu'on a été contact, du moment que c'est dans les 72 heures, on peut éviter le développement de la maladie. C'est-à-dire que le système immunitaire va réagir de façon beaucoup plus rapide à la présence du vaccin qu'à la présence du virus. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on regarde les pics d'incidence de grippe et de méningocoque, et en fait, ça suit. Vous avez en rose les grippes et en bleu les méningocoques. Alors, ce n'est pas la même échelle, ne vous inquiétez pas, il y a pas plus de méningite que de grippe. Mais grosso modo, chaque fois qu'il y a une épidémie de grippe, on se tape une épidémie de méningite. Voilà. Donc, c'est ça l'utilité aussi de la vaccination contre la grippe, c'est d'éviter ce genre de trucs-là. Et donc, comme je vous disais, il y a plusieurs sérotypes, il y en a plein. Et nous, celui qui nous pose problème, c'est celui-là, c'est le W. C'est celui qui touche le plus les personnes âgées et il est en train de prendre une place très importante dans les méningites de l'enfant aussi, parce que jusque-là, il était vraiment que chez les adultes et on n'en avait pas chez l'enfant. La mortalité de 35%. Il faut savoir que c'est un méningocoque qui ne donne des symptômes de méningite que dans 17% des cas. En fait, les méningocoques ne donnent pas que des méningites. Ils donnent aussi des atteintes digestives, des inflammations de l'intestin, des atteintes pulmonaires ou des arthrites. Un cas classique de décès lié au méningocoque chez la personne âgée, c'est l'arthrite de genou. Voilà, on traite ça comme une arthrite normale.
où on prend le temps, on va ponctionner, on dit que c'est une poussée d'arthrose ou j'en sais rien quoi. Et en fait, derrière, le patient fait le choc septique et décède dans la foulée. Alors ça, c'est hyper intéressant de voir que les méningocoques ne donnent pas que des méningites et qu'il faut aussi vacciner les personnes âgées. Donc chez l'enfant, ça donne ça. Vous avez à gauche qu'on a classiquement ce qu'on appelle un purpura fulminans. Ça, c'est une urgence absolue. Là, quand on en est là, c'est une question de minutes. Et sinon, vous connaissez, c'est la nuque raide, les céphalées, les vomissements, la sensibilité à la lumière. Voilà. Et ça, c'est un communiqué d'une association qui s'appelle Petit Ange, que j'ai mis là. Voilà. C'est eux qui disent ça, c'est pas moi, c'est pas les Provax, c'est pas l'État, c'est ça. La méningite peut atteindre n'importe quel de vos enfants et les tuer en 24 heures. Et ça, c'est malheureusement l'expérience qu'ont fait certains parents, quoi. Voilà. Donc là, on a des vaccins, puisque maintenant, ça c'est la grosse nouveauté de ce mois, enfin du mois dernier, puisque le 27 mars, enfin, l'HAS a changé ses recommandations et rend obligatoire la vaccination contre les méningites B et contre les autres méningites, c'est-à-dire A, C, Y, W, chez le nourrisson. Voilà. Jusque-là, on n'avait que la C, on était très en arrière avant tout le monde. Et là, pour une fois, mais je pense qu'ils ont changé de bonhomme à l'HAS, parce que voilà, sur les 3 dernières années, ils sont en train de rattraper tout le monde, ils dépassent nos attentes, je ne vous raconte même pas. C'est pas parfait, hein, mais voilà. Mais grosso modo, chez le nourrisson, maintenant, c'est toutes les méningites. Et ça, je trouve ça très bien. Voilà. Donc ça, je vous ai parlé du Rota, je vais passer un petit peu vite, mais il en existe plusieurs. C'est un vaccin qui est intéressant parce qu'il se boit. Il n'y a pas de piqûre. On donne à 2, 3 mois ou 2, 3 et 4 mois selon le schéma qu'on décide, sachant que pour ces 2 vaccins-là, les schémas en 1 et 2 doses ont été validés par d'autres pays. Mais bon, en France, on est resté sur les anciens schémas. Mais c'est efficace dès la première semaine. Ça, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire qu'une semaine après la première dose de vaccin, on réduit de 90% le risque d'hospitalisation. C'est hyper intéressant. Ça se boit, c'est sucré. En général, ils le prennent très bien. Ça pègue un peu quand ils le crachent parce que c'est sucré. Voilà. Et pour les grands, et c'est là où ça pêche encore beaucoup, c'est qu'au-delà de 2 ans, il n'y a plus d'obligation. Il n'y a plus d'obligation et les schémas de rattrapage ne sont pas tous super bien. Pour tout ce qui est DTP coqueluche, ça n'a pas de problème, donc c'est 6 ans, 11 ans, puis comme je vous ai dit. Mais par contre, vous voyez, pour les méningites, ça j'y reviens après, pour les méningites, ils n'ont pas du tout recommandé le rattrapage. C'est-à-dire qu'un enfant qui a 25 mois au 28 mars, et ben en fait, lui, il ne peut pas avoir le remboursement du vaccin contre les méningites A, B, C, Y, W. Il doit se contenter du C qu'il a eu. S'il est né le 26 mars, donc lui, enfin l'inverse, lui, il va pouvoir. Donc ça, c'est un problème parce que même les patients qui voudraient, enfin les parents qui voudraient vacciner leur enfant contre ces germes-là, et ben ça va être de l'autre poche. Ça, c'est un problème. À partir de 11 ans, le vaccin ACYW redevient remboursé et recommandé. Là, il est recommandé à partir de 11 ans jusqu'à 24. Et le B ne devient remboursé qu'à partir de 15. Donc, ouais, ça, c'est voilà, c'est un peu compliqué. On n'a pas bien compris. Ils étaient bien partis là, hein. Franchement, obligation moins de 2 ans, rattrapage. On s'est dit, waouh. Et puis on a eu la dernière phrase, quoi. Ah, non, en fait, non. Bon, ça peut pas être parfait. Mais voilà, ça, c'est un problème. Alors après, très honnêtement, hein, alors le Bexero, il est cher, mais comme maintenant il est passé en obligatoire et remboursé, il va baisser de prix. En général, c'est ce qui se passe. Là, actuellement, il est à 90 € la dose. Mais en général, quand ça fait comme ça, les vaccins, ils divisent par 2 ou 3 leur prix, du jour au lendemain. C'est comme ça. Bon. On doit malheureusement faire avec les labos, c'est une réalité. Les vaccins ACYW doivent coûter 20 ou 25 balles, je dirais comme ça. Ça reste très raisonnable, mais la majorité des vaccins, ils ne sont pas chers. Hein. La majorité des vaccins, c'est 10, 13 €. C'est pas... Alors le Zona, de toute façon, là, il est remboursé. Je ne connais pas son prix. Alors le Zostavax, peut-être, parce que c'était un vaccin vivant, et encore, je ne suis pas sûr. Moi, je dirais comme ça, spontanément, une 30aine d'euros. Mais le Shringrix, que donc j'ai pas le tarif en tête, comme c'est un recombiné, donc c'est que de la protéine, et qu'ils arrivent en concurrence du Zostavax, de toute façon, il ne sera pas plus cher.
Ça marche comme ça, hein. Je ne sais pas si vous savez, mais quand un laboratoire arrive sur un marché qui est non vierge, c'est-à-dire qu'il y a déjà un médicament qui existe avec la même indication et une efficacité similaire, il se cale juste au-dessous. Quel que soit le prix que ça coûte à fabriquer, hein. Voilà, il se cale juste au-dessous. Sauf s'ils sont poussés par l'État. Quand ils sont poussés par l'État, sur un vaccin obligatoire par exemple, là, il y a une négociation tarifaire qui n'est pas la même, parce que, forcément, et là, on a des tarifications qui sont extrêmement changeantes. Mais c'est, voilà, bref. Je vous parle du papillomavirus vite fait. Donc, il y a beaucoup d'HPV, voilà. Il faut savoir que le papillomavirus est responsable de 4% de tous les cancers du monde. 4%. 4% des cancers sont liés à HPV. Il y a les cancers des organes génitaux, garçons et filles. Donc chez la fille, c'est vulve, vagin, col de l'utérus. Chez le garçon, c'est verge. Chez les deux, l'anus. Et le bonus chez les garçons, c'est les cancers ORL. 70% des cancers ORL sont liés à HPV chez le garçon. Et les 30 autres, c'est le tabac. C'est facile, hein. Voilà. Donc bref. Là-dessus, on a à peu près, en gros, 1500 personnes, 1500 femmes qui meurent de cancer du col et 1500 hommes qui meurent de cancer de la gorge lié à HPV par an en France. Donc voilà, ça marche excessivement bien. Par exemple, pour les verrues, on a vu une réduction quasi totale des verrues chez les personnes vaccinées. Ça, les premières études, c'était réduction de 90%, mais maintenant, il n'y en a plus. Et pour les lésions précancéreuses ou cancéreuses, alors pour les cancers, c'est très long, parce que comme entre l'infection HPV et le développement du cancer, il faut plusieurs années, il va falloir au moins 4 fois cette durée-là pour être certain de l'efficacité du vaccin sur le cancer. Mais pour les cancers du col, par exemple, on ne peut pas avoir un cancer du col sans avoir de lésions précancéreuses avant. Je ne sais pas si vous savez, mais on code ça, c'est IN 1, 2, 3, et puis après c'est le cancer, donc c'est pour ça qu'il y a des frottis. Alors en France, on est bon parce qu'on est le pays le moins bon en termes de couverture vaccinale et le pays le moins bon en termes de dépistage par frottis. Bon, voilà. Mais on est constant, c'est bien, c'est cohérent. Bref, toujours est-il que dans les pays où ils le font, il y a plein de données qui sont hyper intéressantes, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de verrues vulvaires. Les verrues vulvaires, ça ne part pas tout seul, hein. Il faut lasériser, ça fait extrêmement mal, ça a des cicatrices très importantes. On a des réductions de lésions précancéreuses donc de 3,5 fois ce qu'on avait avant pour les filles vaccinées avant 20 ans et 2 fois après 20, donc c'est quand même utile après 20 ans, et la réduction des cancers. Et il y a plusieurs études qui ont été publiées au fil du temps et on est de l'ordre de 90% de réduction des cancers à peu près. Voilà, pour le cancer du col. Pour les cancers ORL, comme c'est des cancers qui se développent plus tard, le cancer du col, entre 20 et 35 ans, cancer ORL, c'est généralement 40-45 ans, il nous faudra beaucoup plus de temps pour mesurer l'impact de la vaccination, sachant que la vaccination des garçons a commencé bien après la vaccination des filles. Donc on n'aura pas les résultats. Mais bon, si vous ne vous infectez pas avec un virus et que le virus est responsable du cancer, pas besoin d'avoir fait 40 ans de médecine pour comprendre que ça devrait au moins en éviter une bonne partie. Voilà, donc ça c'est hyper intéressant. Et c'est hyper important de le faire tôt. Alors ça c'était une question aussi, est-ce qu'il faut le faire à 15 ans, à 16 ans, au moment des premiers rapports, etc. En fait, il y a deux choses qui sont importantes, c'est que l'HPV c'est un vaccin, c'est un virus de type verrue, hein, c'est la même famille que ceux qui donnent des verrues. Donc ça s'attrape par contact cutané. D'accord ? Donc ça veut dire que la pénétration n'est pas obligatoire, que ça peut s'attraper dans des vestiaires et que le préservatif ne protège pas. C'est la seule MST qui n'est pas protégée par l'utilisation du préservatif. C'est assez intéressant. Et puis il y a aussi des transmissions mère-enfant au moment de l'accouchement et des enfants qui s'infectent l'intégralité de la trachée et du larynx, ce qu'on appelle une papillomatose laryngée. Alors ça, c'est affreux, puisque ça fait plein de malformations, de grosses verrues, des gros trucs dégueulasses dans la gorge, ce qui gêne énormément l'enfant. Et là-dessus, il n'y a pas de traitement. C'est-à-dire que même quand on lasérise et qu'on brûle et qu'on curette tout ça, ça finit toujours par se sténoser, etc. Il faudrait pouvoir remplacer la totalité de la trachée et du larynx chez les enfants, sauf que ça, malheureusement, c'est pas faisable. Bon, la grippe, je vous ai dit, je passe. Je ne vous ai pas parlé du Covid.
un peu volontairement. J'ai juste mis une diapo parce qu'un truc qui est important chez l'enfant, là on parle des enfants, bon, voilà, c'est le PIMS. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est le syndrome multisystémique inflammatoire. Donc c'est des enfants qui présentent essentiellement des atteintes cardiaques inflammatoires, des myocardites, avec des défaillances cardiaques, c'est-à-dire qu'ils chutent leur tension, ils se mettent en choc cardiogénique, du coup, en général 3 semaines après le Covid. Donc le Covid chez l'enfant, ce n'est pas un problème. En dehors de ça, nous, chez l'enfant, on n'a pas de problème. On n'a pas d'atteinte respiratoire. Chez les bébés, ça peut donner des bébés un peu léthargiques, très très mous, qui ont du mal à boire pendant quelques jours, mais c'est toujours très court. On n'a pas d'atteinte pulmonaire comme chez l'adulte. Et les atteintes multisystémiques de l'adulte sont complètement différentes de celles de l'enfant. Vous savez, les fameux patients qui sont en réa, ils vont mieux et puis bof, ils basculent en réa du jour au lendemain chez l'adulte. Donc chez l'enfant, ce n'est pas tout à fait ça. Nous, c'est vraiment le cœur et le vasculaire. Donc on les traite, on leur met des doses de corticoïdes, etc. On arrive à bien s'en sortir, mais on a une vraie corrélation. Et ce qui est très intéressant pour ça, donc on a eu tout un tas et on avait recommandé la vaccination Covid à partir de l'âge de 5 ans pour cette raison-là et uniquement cette raison-là. Et puis avec les variants successifs qui sont arrivés au fil du temps, eh ben, on n'a plus de PIMS, en fait. C'est-à-dire que les premiers variants, on en avait plein. Delta, on en avait plein. Et puis, après, un peu Omicron, mais le post-Omicron, on n'en a plus trop. Donc, on attend de voir ce que donnera les prochains variants. Vous savez, il y en a un nouveau, là, un XDK, là, actuellement, là, qui est en train de prendre un petit peu de place. On verra bien si on en entend parler ou pas. Mais nous, on avait ce souci-là chez l'enfant. Donc on avait recommandé pour ça. Alors juste pour vous parler de la varicelle, après je devrais avoir normalement quasiment fini. Donc la varicelle chez l'enfant, même si c'est considéré comme une maladie bénigne, ce n'est pas une maladie toujours bénigne. Déjà ça touche 700 000 enfants par an, ça a un impact économique et sanitaire très important, très largement sous-estimé. On a 2 problématiques principales, c'est l'atteinte cérébrale et l'atteinte pulmonaire. Nous chez l'enfant, c'est l'atteinte cérébrale. La varicelle, c'est la première cause d'AVC chez l'enfant. Voilà. Quand on a un enfant qui fait un AVC, plus de 9 fois sur 10, c'est à cause de la varicelle. Voilà. Et là, c'est pareil. Ça survient jusqu'à 1 an après la varicelle. Et c'est inévitable. Et c'est toujours des obstructions, c'est des AVC très graves. Alors là, je vous ai mis une photo à droite de ce qu'est un AVC varicelle chez l'enfant. Et vous voyez, en gros, vous avez la moitié du cerveau qui meurt. Parce que ça touche toujours la carotide interne avant sa bifurcation. Vous avez la carotide interne qui arrive et il y a une partie qui irrigue la partie antérieure du cerveau et les 2 tiers postérieurs du cerveau, parce que c'est une autre artère qui fait la partie postérieure, toute postérieure. En fait, ça bouche ici. C'est comme si vous bouchiez votre carotide ici, donc vous avez la moitié de votre cerveau qui meurt. Voilà. Et là-dessus, les traitements qu'on utilise chez l'adulte pour fluidifier les caillots ne fonctionnent pas parce que ce n'est pas des caillots sanguins. C'est une inflammation liée au virus qui fait gonfler l'artère et qui s'occlue elle-même. Donc ça, malheureusement, en France, vaccination varicelle, ce n'est pas encore intégré, sachant qu'il existe des vaccins qui font les 4, qui fait rougeole, oreillon, rubéole, varicelle, qui existent depuis plus de 25 ans, mais en France, on ne l'a pas. On ne peut même pas l'acheter. On peut acheter le vaccin varicelle, moi je le prescris à tous mes patients, mais le vaccin tétravalent qui évite de faire 2 piqûres supplémentaires, il existe en Belgique, il existe en Italie, en Allemagne, en Espagne, mais nous on l'a pas. Et on ne peut même pas le commander. Voilà. Et donc pour finir, évolution très importante, c'est les notions de protection transmise du tout bébé. Ça, c'est génial. Donc, on a depuis cette année injecté aux enfants en maternité un anticorps. Donc là, ce n'est pas un vaccin, d'accord ? Le vaccin, je vous ai expliqué, on simule une infection au système immunitaire et le système immunitaire développe son immunité qui va persister plusieurs années, voire à vie. Là, on donne des anticorps. Les anticorps, ça ne tue pas. Alors ça, c'est hyper important, mais beaucoup de gens font l'erreur. Ça ne tue pas les bactéries, ça ne tue pas les virus. Ça les immobilise. Ça les immobilise, donc ça les empêche d'aller se fixer sur les cellules pulmonaires, par exemple, et ça permet comme ça que le système immunitaire les tue, mais de façon aspécifique. Pour le VRS, donc c'est le virus qui donne des bronchiolites, et il existe aussi, ça vous ne le savez peut-être pas, un vaccin contre le VRS de l'adulte,
notamment la personne âgée, parce que les VRS dans les EHPAD, par exemple, ça nettoie pas mal. Voilà. Et donc, le vaccin VRS vient d'être validé, et normalement, à partir de l'année prochaine, il devrait être disponible pour les personnes âgées en collectivité. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Le VRS aussi, ça facilite l'installation des pneumocoques, etc. Donc ça, c'est la nouveauté. Cette année, il y a beaucoup de nouveautés. Voilà. Donc chez l'enfant, on injecte l'anticorps et en fait, ça va le protéger pendant quasiment 1 an. Donc quand il va être en contact avec le virus de la bronchiolite, parce qu'il le sera de toute façon au cours de sa première année, le virus va être immobilisé par les anticorps, le système immunitaire va tuer l'ensemble et développer sa propre immunité. Ça a été montré. C'est-à-dire que les enfants qui ont eu cet anticorps ne développe pas de bronchiolite, c'est 80% d'efficacité globalement, mais développe une immunité quand même. Ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'après, 2e, 3e, 4e année, ils sont protégés par leur système immunitaire. Et puis enfin, la vaccination de la femme enceinte, ça c'est vraiment super important, et notamment pour les coqueluches, puisque, comme je vous ai dit, l'enfant va avoir son premier vaccin coqueluche à 2 mois, et donc il va être efficace 1 mois après. C'est le temps que la mémoire immunitaire, tout ça soit valable. Et donc, les coqueluches de moins de 3 mois, c'est un gros problème depuis toujours. Et donc, on a mis en place, en 2004, une stratégie de protection qu'on appelait le cocooning, c'est-à-dire qu'on refaisait des rappels aux mamans et aux papas après la naissance de l'enfant. Mais, alors déjà, ça n'a pas été super bien fait parce qu'on est en France, mais bon, toujours est-il que ça ne marchait pas. Là, je vous ai mis ici, c'est la date d'introduction du cocooning. Et puis, on a toujours autant de coqueluches chez les enfants de moins de 3 mois après. Donc, en fait, maintenant, on sait pourquoi. C'est parce qu'en fait, le vaccin contre la coqueluche n'évite pas le portage, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que vous évitez la maladie chez celui qui est vacciné, mais par contre, il peut être quand même porteur de la bactérie et le transmettre au bébé. Et c'est ce qui se passait. Et une coqueluche chez un moins de 3 mois, c'est rare. Ça se passe toujours pas super bien, enfin c'est cata. On a eu une année, là, il y a, je dirais, 2017, où sur le même été, on en a perdu 3. Quoi. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de dire, on va faire le même principe que ce que je vous ai expliqué pour l'anticorps contre la bronchiolite. C'est-à-dire qu'on vaccine, on fait une dose de rappel à la maman, au 3e trimestre. La maman redéveloppe des anticorps, vous vous souvenez, la courbe du début, là, tac, et ces anticorps vont être transmis au bébé. Et le temps que le bébé ait son premier vaccin, ça va le protéger. C'était la théorie, donc ça c'est recommandation 2015 de l'OMS, introduction 2022 en France. Bref, l'efficacité elle est de 90%. C'est-à-dire qu'on a une réduction factuelle de 90% des coqueluches de moins de 3 mois chez les bébés nés de mères qui ont eu la vaccination. Et pour les 10% restants, aucun ne meurt. C'est pas mal quand même. Voilà, ça c'était un petit schéma. Donc voilà, en gros, ce que je pouvais vous dire pour les vaccins, j'espère que ça n'a pas été trop ennuyeux, voilà, c'est pour les enfants. Et un peu les conclusions, mais grosso modo, les vaccins c'est vachement bien. Voilà. Il ne faut pas que ça soit fait n'importe comment, ça c'est important. Et c'est de là que souvent que naissent un petit peu les réticences et les mouvements en fait, contra-vaccins. C'est d'une part d'une connaissance imparfaite de la part des professionnels de santé, certains, pas tous, mais de certains professionnels de santé par rapport à la vaccination, et surtout des stratégies parfois qui n'ont pas toujours été très judicieuses en France. Voilà. Et j'aurais terminé.